Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un nouveau topo lecture et je propose de commencer tout de suite et ne pas faire d'introduction. Le premier livre que j'ai envie de te présenter aujourd'hui, eh bien, c'est Piqûre de rappel, écrit par Agathe Portail aux éditions J'ai lu. C'est une autrice qui fait partie du collectif Louve du Polar. J'avais eu une dédicace de cette autrice lorsque je suis allée au salon Iris en poche, Iris Noir en poche, en 2023. Et c'est un genre qui est plutôt cozy mystery, mais qui va quand même vers le policier, j'ai envie de dire. Donc je t'explique tout de suite de quoi retourne ce récit. C'est une histoire qui va se dérouler en France. On va suivre pas mal de personnages dans un premier temps, parce que d'une part, on a toute l'équipe d'enquêteurs, et puis de l'autre, on a la victime et son entourage. On a plus particulièrement en ligne de mire Hugo, qui a monté une affaire avec Pascal et qui est retrouvé mort. Sa mort est due à une centaine de piqûres d'abeilles. On laisse imaginer que c'est un accident, mais on va vite s'apercevoir que ce n'en est pas un. Donc, évidemment, on va essayer de rechercher qui est le coupable et pourquoi est-ce qu'on en voulait à la vie de Hugo. Le sel de cette histoire, c'est que, vu la personnalité d'Hugo, il n'a quasiment que des ennemis. Et donc, on va petit à petit comprendre quelles sont ses relations et pourquoi est-ce que ça ne va pas et en quoi il est vraiment assez ignoble. Il y a donc plein de suspects potentiels et c'est en ça, je trouve que ce récit est sympathique. En plus, découvrir la personnalité d'Hugo rend ça assez plaisant aussi. L'écriture est agréable, c'est un policier qui se lit tout seul et j'étais contente parce que j'avais lu des lectures un peu plus lourdes juste avant et donc j'avais besoin d'une lecture un peu plus de détente. Je trouve qu'il y a un peu trop de personnages, c'est peut-être dû au fait que c'est un tome 2, c'est une trilogie proposée par Agathe Portail. Ici on est dans un tome 2. Elle m'avait dit que si je voulais avoir une idée de son écriture, je pouvais directement me lancer dans ce tome-là. Mais je pense qu'avec le tome 1, on a quand même certaines personnes, notamment les enquêteurs, et donc ça permet de recouper plus vite l'histoire et de rattraper le fil plus vite. Donc moi ici, comme il y a eu trop de personnages, j'ai pas été très attachée le temps que je comprenne un petit peu qui était qui et j'étais un peu perdue. Bon après évidemment on sait qui est qui, mais il faut un peu de temps et ce temps fait qu'on ne rentre pas tout de suite dans l'histoire à mon sens. Ensuite, c'est fait un petit peu exprès aussi, mais chaque personnage irrite, a des défauts, lâche des petites phrases ou des réflexions désagréables, désobligeantes, parfois un petit peu à la limite de l'acceptable. Et donc, ils ne sont pas du tout sympas. Et donc, voilà, moi, je trouve que faut le savoir aussi, parce que c'est pas ce qu'on va retrouver ici. L'idée n'est pas de les apprécier, de les trouver super, mais il y a quand même ce petit sentiment où ils nous irritent du début jusqu'à la fin. En tout cas, moi, ils m'ont irrité. L'enquête se tient, à mon sens, mais elle est peu présente. Ce n'est pas forcément le cœur du roman. Même si c'est un policier qui a des enquêteurs et qu'on enquête sur ce crime, on ne le voit qu'en filigrane. C'est pas une enquête spectaculaire, mais elle est sympa. Et je pense que c'est ça que je retiens de cette lecture. Pour moi, il y a des petits secrets de famille qui sont toujours plaisants à découvrir et à lever. Et c'est une lecture détente, sympathique, que j'ai apprécié faire. Voilà pour ce livre, Piqûre de rappel. J'ai ensuite terminé la lecture de Suite Harmonie, qui est une nouvelle de Claire North, qui a été publiée en 2024 aux éditions Le Bélial dans leur collection Une heure lumière. C'est une autrice anglaise et son texte a été traduit par Michel Pagel. Alors, c'est un court récit de science-fiction dans lequel on va suivre Harmonie, qui a 28 ans, qui va se réveiller avec un gros bouton. Voilà. Alors jusque-là, rien de très anormal. En tout cas, ça peut tous nous arriver. Mais pas à Harmonie et pas forcément dans son monde. En tout cas, pour Harmonie, c'est vraiment très déstabilisant parce qu'elle a des nanos en elle qui auraient dû les enlever. Mais voilà, elle est en retard de paiement. Du coup, ces différents systèmes dysfonctionnent et ça va être le début d'une série de choses qui vont survenir en cascade.
dans le monde d'Harmonie, on peut obtenir des améliorations diverses si on paye, et tout le récit va se centrer aussi sur ça et ces différentes technologies qui nous sont révélées petit à petit. L'autrice va nous détailler comment Harmonie en est arrivée là, évidemment, qui elle est, et elle va nous montrer comment fonctionne ce monde qui est axé sur le paraître. Donc le lecteur va petit à petit s'enfoncer avec Harmonie, et ça c'était vraiment délectable parce qu'il y a plein de côtés détestables, il y a des côtés frustrants, et donc on passe par toute une série d'émotions, et notre cœur est mis un peu à rude épreuve, ou en tout cas notre affect. Son écriture à Claire North, je trouvais très habile, parce qu'elle dit ce qu'il faut pour susciter les émotions qu'elle veut, et qu'elle veut qu'on ait aussi. On va avoir aussi de la peine, on va être touché par certains personnages, on va être ulcéré, en colère, dépité, et j'en passe. Mais donc il y a vraiment tout un large panel d'émotions par lesquelles on passe, et j'ai trouvé ça assez brillant parce que ça ne m'arrive pas tout le temps, et ici j'ai vraiment fort ressenti plein de choses. J'ai trouvé aussi que l'histoire était implacable, et ce jusqu'au bout. On est également dans des dénonciations, je l'ai dit tout à l'heure, mais du paraître, également aussi des dénonciations par rapport à l'emprise que peut avoir une personne sur d'autres, des différentes dépendances. Il est question aussi de morale et d'éthique par rapport aux choix que l'on peut faire. Bref, c'était pour moi un récit qui était très court, mais intense. J'ai adoré ce récit, c'était super bien mené, super bien écrit. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais j'ai lu ce livre grâce aux recommandations d'Isabelle de la chaîne Les Chroniques du Hérisson, qui l'a recommandé il y a quelques semaines, je pense. Et donc, j'avais hâte de découvrir ce texte. C'est chose faite. Je trouve qu'effectivement, c'est un très très bon récit. Et j'ai beaucoup aimé faire la rencontre d'Harmonie et de son histoire et de ce qui lui arrive. J'espère, si tu as l'occasion de croiser ce texte, que tu l'aimeras aussi. J'ai ensuite terminé la lecture de L'Allumette de Pandore, écrit par Élodie Gléroum. On est aux éditions La Veilleuse. Ce texte a été publié en 2024 et c'est une autrice suisse. L'autrice va nous emmener cette fois-ci aux Pays-Bas en 1977. Le prologue nous explique d'entrée de jeu que Lone disparaît et laisse ses deux enfants. Leur père étant emprisonné, ils sont recueillis par la famille de leur mère, il me semble. En 2012, leur père meurt et Charlotte, l'un des deux enfants, tente alors de comprendre finalement qui était son père, sa mère, pourquoi est-ce que son père a été emprisonné et peut-être essayer de comprendre pourquoi leur mère les a abandonnés et est partie. Et voilà, c'est un petit peu plein de mystères avec lesquels on va commencer notre récit. Très vite, on va se rendre compte qu'il est question d'une bande d'amis, donc entre ses parents et d'autres personnes, et que leurs destins vont s'entrecroiser, se mêler, sont vraiment interdépendants. Et c'est tout le cœur du récit, parce que tout au long de cette histoire, on va donc à chaque fois en apprendre un petit peu plus, comprendre en quoi c'est mêlé, et chacun des chapitres va nous donner des petites clés au fur et à mesure. Alors, c'est un style que j'ai trouvé très fluide, avec une mise en page très aérée. Je ne le souligne pas toujours, mais ici, j'ai trouvé que c'était vraiment très agréable. Il y a un petit côté thriller aussi qui nous embarque, parce que, évidemment, ça met un peu ça nous tient en haleine, surtout qu'il y a pas mal de points qui nous font envie d'avancer et d'évoluer. À chaque fois, on a des petites révélations, donc ça fonctionne très bien. Maintenant, j'ai trouvé que l'histoire en elle-même était parfois un peu trop complexe, et j'ai trouvé qu'il y avait trop de nœuds et trop de choses entremêlées, dans le sens où même à la fin, on apprend des choses et je suis ressortie avec une impression de tout ça pour ça. Il y avait un peu trop de fil. J'aurais préféré quelque chose complexe qui se dénoue, mais avec un peu plus pas de cohérence, mais je sais pas, parfois plus simple. Voilà. Au final, il y a un petit peu trop de révélations même, donc voilà, je trouve que
j'ai eu un sentiment comme ça que c'était surjoué. Voilà, je ne sais pas l'expliquer mieux que ça. J'en attendais beaucoup, j'avais flashé sur la couverture, sur la 4e de couverture, j'étais bien rentrée dans l'histoire dans les premiers chapitres, j'entrevoyais beaucoup de possibilités dans cette histoire, mais j'ai été déçue par le cheminement, l'avancée, parfois certaines longueurs, parce que comme on ne comprend pas tout, il faut pas mal de temps pour comprendre, et comme chaque fois on revient avec ça, donc l'autrice nous en mêle, et puis nous révèle un petit côté, puis elle nous réemmêle, on continue d'être emmêlé sur les choses précédentes, et on a une petite information, et ainsi de suite, donc en gros, on reste toujours emmêlé. Ce que je peux apprécier quand ça se démêle, mais ici c'était un petit peu trop, et j'avais un sentiment comme ça de répétition, d'emmêlage. Il y a aussi beaucoup de personnages secondaires, beaucoup de remontées dans le temps, beaucoup de pseudos, beaucoup de drames. Donc voilà, c'était pour moi un tout petit peu trop chargé, même si c'était à dessein, parce que je pense que c'était volontairement mis de cette manière. Pour moi, c'était un peu trop. Donc voilà, pour cette lecture, dommage. Ensuite, voilà, tu vois ce petit format délicieux. J'ai terminé la lecture de la petite anthologie des poétesses françaises qui a été réalisée par Sylvie Brunet. On est aux éditions First Édition. Cette anthologie a été publiée en 2021 et je remercie encore Annabelle pour son choix quand elle m'a offert cette petite anthologie. Alors déjà, qu'est-ce que je peux dire? C'est un format super pratique, c'est bête, mais en même temps c'était génial. J'ai pu l'emporter partout avec moi, il était dans ma poche, et dans les transports ou autres, j'avais une petite pause et hop, je lisais un petit poème ou la petite biographie, bref, j'ai adoré ça. En plus, je fais une petite dédicace à Oriane de la chaîne Misère Pourpre parce que la couverture, c'est Anna de Noailles. Cette anthologie commençait déjà vachement bien, il y avait plein d'éléments déjà pour me plaire. Elle est réalisée par ordre chronologique, donc on va commencer avec des poétesses du Moyen-Âge pour aller jusqu'au XXIe siècle, avec donc toute une sélection des poétesses choisies par Sylvie Brunet. Donc évidemment, c'est très subjectif, puisque non seulement c'est elle qui a choisi les poétesses, mais en plus c'est elle qui a choisi les poèmes. À chaque fois, pour chaque poétesse, on a un petit résumé qui est très bien réalisé, dans le sens où il y a des points qui sont pour moi très pertinents, qui permettent de comprendre un petit peu si elles ont été influencées ou si elles-mêmes ont influencé d'autres personnes. On a les points importants, cruciaux de leur vie, et donc j'ai trouvé que les petites biographies en 2-3 pages étaient vraiment suffisantes et apportaient plein d'éléments très intéressants. Dans les poétesses, il y en a certaines qui sont connues, mais beaucoup d'autres que j'ai rencontrées, donc ça fait son office parce que on découvre, on picore et on peut faire la rencontre de poétesses qu'on ne connaissait pas ou bien revoir, parce qu'évidemment, même si on a lu certains poèmes d'une poétesse, il est très vraisemblable que l'on ne connaisse pas tous les poèmes, donc évidemment on en croise d'autres. Moi en tout cas, plus particulièrement, j'ai fait la rencontre de Victoire Babois, que je ne connaissais pas. J'ai retrouvé dans cette anthologie mon poème préféré à ce jour de Marceline Desbordes-Valmore, et j'ai aussi croisé la route de Claude Bert. Pour te donner une petite idée, j'avais envie de te lire ces différents extraits. Je vais commencer avec Élégie maternelle de Victoire Babois. Quel changement terrible, hélas, ces heureux jours, en vain je le rappelle, ils ont fui pour toujours. Depuis l'instant affreux où tu me fus ravi, et qui dut être, hélas, le dernier de ma vie. Ma jeunesse s'écoule en regrets impuissants, et toujours superflu et toujours renaissant. Rien ne peut de mon cœur tromper l'inquiétude, rien ne peut de t'aimer remplacer l'habitude. Mes vœux n'ont point d'objet, mon âme est sans désir. Je n'ai plus devant moi qu'un éternel loisir, et le sommeil suspend l'ennui qui me consume, pour me le rendre encore avec plus d'amertume. Hélas, les soins touchants, les pleurs de la pitié, tout aigrit ma douleur et je fuis l'amitié. Elle me cherche en vain toujours plus tendre. Elle poursuit un cœur qui ne peut plus l'entendre, sa voix, sa douce voix réclamant son pouvoir. Vainement dans mon âme, ouverte au désespoir, de la froide raison rappelle la constance, le courage n'est plus ou n'est plus l'espérance. Voilà, c'est donc un extrait qui date de 1805 et j'ai adoré la musicalité, la sonorité, les rimes et ce qu'elle a voulu nous dire. J'étais très touchée par ce poème. Il y a, je ne vais pas le lire, mais mon poème préféré de Marceline Desbordes-Valmore, c'est Les Séparés.
qui a été repris par Julien Clerc dans une superbe adaptation. Et j'avais aussi envie de lire le poème qui a été choisi pour Claude Bert, qui est né en 1948, et son poème s'appelle « Ce qui reste ». Ce qui reste, parfois, je l'appelle poème, car toujours le poème n'est que ce qui reste une fois que, après que, avant que, ou alors il ne reste rien. Ce qui reste de mémoire dans le corps, et ce qui reste de mots pour dire une fois tu. L'emballement des mots qui s'écoutent, peut-être par défaut, mais c'est le mot qui me reste. Comme d'ici où j'écris sans savoir ce qui va rester, ou même s'il va rester. Comme par exemple, quand à une fois déserté et déshabité, enfin le nom, il ne reste que ce qui reste de la soustraction. Quand écrire est soustraire, et par ce retrait saisir. Ce peut être parfois ce qui reste de la poésie. Quant à ce qui reste du poème, ou s'il en reste, il m'arrive de m'en inquiéter, comme d'une parole, de ma mort, tout en sachant qu'elles sont indifférentes, et cette parole, mienne ou autre, est ma mort. Ça vient du recueil, je pense, La mort n'est jamais comme, qui a été publié, sorti, écrit, je ne sais pas, en 2003. Voilà, ici j'aime un peu ce côté abstrait, une fois n'est pas coutume, j'aime parfois aussi quand c'est pas tout à fait clair. En tout cas, j'ai été emportée aussi par les mots de Claude Bert et j'avais envie de te partager un peu ces deux belles rencontres. J'en ai aimé d'autres, mais ces deux-là m'ont vraiment beaucoup accroché. Comme ça, tu as un petit aperçu de ce que tu peux retrouver dans cette anthologie. J'ai trouvé que c'était très éclectique, il y avait vraiment beaucoup de styles et de genres. Tu vas me dire, c'est normal, ben oui, mais en même temps, ça aurait pu ne pas. Ici, oui, c'est très varié et ça me donne encore plus envie d'approfondir différentes poétesses pour essayer de trouver celles qui vont me toucher le cœur. Voilà pour cette petite anthologie que j'ai vraiment adorée, que je vais garder précieusement et relire. J'ai ensuite fini la lecture de Lettres à une noire, écrite par Françoise Egat. C'est publié aux éditions Folio. Ici, je dois aussi faire un remerciement, puisque c'est grâce à la chaîne Luz Library que j'ai noté en fait ce titre, parce qu'elle l'avait vraiment bien vendu, il faut le dire, et donc depuis tout ce temps, parce que je ne sais plus quand est sortie sa vidéo, mais ça date de quelques mois, j'avais noté Lettres à une noire, et quand il est sorti aux éditions Folio en poche, eh bien je me suis ruée dessus. Françoise Egat est née en 1920 en Martinique et elle est décédée en 1976. L'autrice a décidé de se rendre compte des conditions de travail et parfois de vie que ces concitoyennes noires venant des Antilles vivaient. C'est un portrait qui est très cru, qui est intelligent, qui est parfois naïf, parce qu'elle s'étonne un peu de ce qu'elle trouve, qui va nous dépeindre cette réalité sociale. On est en 1962 à Marseille et sous forme d'un journal, en fait, le lecteur va entrer dans les maisons qui engagent Françoise Egat et le lecteur ne va pas aller au bout de ses surprises, ni au bout de ses peines d'ailleurs, parce que la cruauté des maîtres et des maîtresses est parfois sans borne et c'est assez dingue de lire ça, c'est parfois même éprouvant. J'ai eu beaucoup d'attachement pour Françoise Egat, qui va soutenir, tenir bon, qui va essayer de quitter et qui va nous parler avec son cœur. Ce témoignage nous permet de dresser le tableau d'une population, d'un regard porté sur les Antillaises, qui fait vraiment frémir et qui nous met en colère très souvent, parce que le racisme y est évidemment bien présent. C'est un format original, parce que ce sont des lettres. Donc dans son journal, elle s'adresse à une noire. Donc c'est un format qui est aussi particulier et une voix particulière, une manière de raconter qui est assez originale. Ce texte a été publié en 1968 à titre posthume. Et qu'est-ce que je peux encore dire? Parce que j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte. Je trouve qu'il montre aussi la difficulté d'échapper à son destin quand il n'y a pas le choix. Vu la pauvreté, et donc il y a un côté quand même un peu triste, un peu désabusé. Françoise Egat fait montre d'une volonté de combattre, de se battre contre le racisme, contre la précarité, et plus encore comme l'injustice ou d'autres points encore, tous ces grands thèmes, mais
elle en est vraiment une représentante de lutte contre tout ça, en tout cas à son niveau, à sa hauteur. C'est une plume qui est très agréable, qui est authentique, gorgée de religion, d'imperfection et donc d'authenticité, parce que on voit Françoise Égard comme elle est, voilà, avec des aspects qu'on peut plus apprécier, auxquels on peut plus adhérer. Elle n'a pas une personnalité lisse, elle dit ce qu'elle pense aussi. Voilà, c'est très intéressant de la suivre. J'ai trouvé que c'était important, essentiel même de le lire. J'ai beaucoup pensé à la démarche de Nelly Bly dans son roman témoignage 10 jours dans un asile. On est évidemment dans quelque chose de très similaire. Je trouve que c'est heureusement que certains ouvrages sortent et montrent ça, mettent en lumière ces difficultés-là. Tout le monde devrait le lire à mon sens. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé découvrir enfin Lettre à une noire. Bon, ensuite, je redescends de quelques crans, puisque j'ai lu Le féminisme ou la mort, écrit par Françoise d'Aubonne. On est aux éditions Le Passager clandestin. La première édition du Féminisme ou la mort a été publiée en 1974, et pour la présente édition, ça a été publié en 2024. J'ai réalisé cette lecture en lecture commune avec Audrey, et je l'en remercie parce que grâce à elle, j'ai pu 1. Le sortir, et puis 2. Avancer dans ma lecture. Parce que ce n'était pas gagné d'avance. Françoise d'Aubonne expose et essaye de démontrer que c'est à cause de l'homme que la femme est brimée et que la terre périclite, puisqu'on est aussi dans les bases de l'écoféminisme. Les chapitres vont énumérer les difficultés d'être une femme, le problème de traitement en minorité alors que les femmes sont majoritaires. Elle va aborder la question du viol, du travail qui écrase, qui emprisonne, le droit à l'avortement également. Elle va manifester aussi pour que toutes les femmes de tous les pays et de tous les systèmes luttent ensemble et se libèrent. Évidemment, je suis en accord avec ces différents thèmes. Ce sont des thèmes qui, à l'heure actuelle, sont quand même un peu plus connus quand on s'intéresse au sujet parce que je pense que c'est une précurseuse dans le domaine. Maintenant, on en parle beaucoup plus, donc c'est vrai qu'en lisant cet essai, on ne va pas apprendre non plus énormément, parce que ce sont des choses qui sont redites à l'heure actuelle et parfois même un peu plus étayées. Moi, ce que je reproche à cet essai, c'est qu'en fait, je n'ai pas aimé le style. Je trouve que c'est un style qui est pompeux, pardonnez-moi l'expression, qui complexifie à outrance et inutilement. C'est parfois aussi, même souvent, répétitif, donc pour un même concept, on s'étend et on s'étire sur des phrases, et c'est beaucoup de phrases pour finalement peu ou pas assez de fond. Donc ça, pour moi, ça a été un gros point négatif. Je me doute qu'elle a des sources, parce qu'il y a toute une bibliographie également à la fin de l'ouvrage, mais je trouve que ce n'est pas assez sourcé, et donc parfois, quand on lit ce qu'elle met, on ne sait pas d'où elle tire cela. Et on a l'impression que parfois ce ne sont que quelques témoignages et donc que ça reste un peu, entre guillemets, anecdotique. On se comprend parce que ça ne l'est pas, mais j'aurais voulu que ce soit un peu plus étayé, un peu plus étoffé par des chiffres ou quelque chose, un échantillonnage plus important peut-être. Elle est parfois un peu extrême dans ses idées, donc je ne partage pas tout non plus, ou pas jusqu'au bout. Donc voilà, et puis le dernier point, c'est que je voulais un peu plus comprendre l'écoféminisme, et je trouve que ça c'est un peu trop effleuré, ça arrive à la fin, mais j'aurais préféré qu'elle consacre un peu plus de temps à nous expliquer ce que c'est l'écoféminisme, comment ça se manifeste, comment c'est apparu, qui le porte, etc. Donc bref, moi je n'ai pas trop apprécié ma lecture, mais voilà, je suis contente d'avoir lu quand même cet essai classique. Et puis je termine avec cette lecture, qui est la dernière lecture que j'ai faite en mars, parce que tu l'auras vu au travers ces derniers topo-lectures. Ce sont des romans écrits par des femmes, à part le tout premier que je t'avais présenté, mais sinon tout le reste, ce sont des autrices, parce que j'avais envie d'honorer Mars au féminin, qui est le challenge proposé par Flow & Books. Je suis contente d'avoir tenu, pour moi c'est une grande réussite. J'aime lire aussi des hommes, mais je trouve que ici, je ne me suis pas vraiment forcée, j'avais envie de lire tous ces romans de toute façon, mais voilà, j'avais envie de marquer le coup et ne te proposer que des autrices. Voilà, je ferme la parenthèse. Le dernier donc que j'ai lu en mars, c'est Moi Tituba sorcière,
qui a été un récit publié en 1986 et dans cette réédition, c'est publié en 2021. Maryse Condé a eu le prix Nobel alternatif en 2018 et elle est née en Guadeloupe. Ici, c'est l'histoire de Tituba qui est née esclave, enfin qui est née d'une esclave qui s'est fait violer. Tituba va être recueillie par une vieille dame qui va lui enseigner comment guérir, comment parler aux esprits, et c'est toute sa vie qu'on va suivre. On va également suivre sa participation, sa présence au procès des sorcières de Salem, et c'est un élément que je ne savais plus, donc j'étais contente de retrouver ces éléments historiques aussi. Il y a beaucoup d'éléments quand même qui diffèrent, parce que tout n'est pas connu de la vie de Tituba, donc certaines choses le sont, et ça c'est repris dedans, notamment tout ce qui est lié au procès des sorcières de Salem, mais il y a quand même pas mal d'éléments romancés, fictionnels, qui sont ajoutés à cette histoire. Alors, même si j'ai apprécié ma lecture, j'ai trouvé que Tituba avait une personnalité assez irritante, même si on veut montrer quelque chose avec ça, et ça j'ai trouvé ça intéressant, mais je trouve qu'elle replonge, elle refait les mêmes erreurs, et donc quand on la lit, c'est assez énervant. Après, voilà, en fait, elle aime les hommes, et j'avoue que cet aspect, à la fin, était un peu agaçant. Voilà, sinon, elle va incarner un personnage profondément bon, altruiste, et elle apporte une grande fraîcheur à ce texte. Alors, il faut aussi savoir qu'il y a tout un côté mystique, un côté spirituel, qui m'a un peu laissé de côté, mais Maryse Condé sait nous conter une histoire dans laquelle on n'a pas envie de sortir, donc c'est une réussite dans ce sens-là, parce que c'est, je pense, l'intention de nous raconter une histoire. Il y a évidemment beaucoup de dénonciations par rapport au racisme, par rapport à l'intolérance, et également tout un aspect qui permet de ne pas renoncer à soi, de rester humain et d'aimer son prochain. Donc c'est une lecture qui est pleine d'espoir aussi. Donc je pense que j'ai terminé mon mois avec une lecture très sympathique, et je n'avais pas encore lu Maryse Condé. Là je fais une petite dédicace à Olivia de la chaîne Les Roseaux de Liv, puisqu'elle en parle aussi souvent, et donc Olivia, n'hésite pas à me dire avec quoi poursuivre pour approfondir ma connaissance de Maryse Condé. Je te remercie si tu es arrivé jusqu'ici. N'hésite pas à me dire ce que tu es en train de lire, si tu connaissais les livres que je t'ai présentés aujourd'hui, ce que tu en as pensé, ou si tu veux faire d'autres recommandations. J'espère que tu vas faire de belles rencontres littéraires ou autres finalement, et toujours que le plaisir de lire soit avec toi.